sommaire de cette édition, au Sénégal, plus de 6 millions d'électeurs ont voté ce dimanche pour élire l'un des 5 candidats en lice. Les Sénégalais sont en attente des résultats. La tension a été vive ce samedi aux frontières entre le Venezuela, le Brésil et la Colombie. Les forces de l'ordre vénézuéliennes ont imposé leurs autorités en fonçant sur la foule. Enfin, 2 rencontres entre le président Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un. Une rencontre historique qui se déroulera donc à Hanoï, capitale du Vietnam. La question de la dénucléarisation de la Corée sera évoquée. Soyez les bienvenus sur First TV Africa. Malgré les élections suite au report dû aux difficultés logistiques auxquelles la commission électorale était donc confrontée ces derniers jours, les Nigérians ont pu voter ce 23 février dans de relatives bonnes conditions pour l'élection présidentielle ainsi que les législatives et sénatoriales. Le comptage des votes est en cours. Les bureaux de vote ont ouvert au Nigeria après un report inopiné d'une semaine pour accueillir quelques 72,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président au cours du scrutin serré entre les 2 favoris, le sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a été l'un des premiers électeurs en votant dans sa ville natale de Dora. C'est ma circonscription, je suis heureux que les gens soient déjà alignés et qu'en même temps le vote puisse continuer. Si vous perdez, accepterez-vous la défaite et féliciterez-vous le vainqueur? Lui demande un autre journaliste. Je vais me féliciter, je vais être le gagnant, je vous remercie beaucoup. Le principal candidat de l'opposition nigériane, Atiku Abubakar, a de son côté voté dans un bureau de vote à Yola, dans l'est du pays. Il est le principal rival du président sortant Muhammadu Buhari, qui se présente pour un second mandat. Les bureaux fermeront leurs portes à 17h heure locale. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Au Sénégal, près de 6,7 millions d'électeurs étaient donc attendus ce dimanche pour élire leur président. 5 candidats sont donc en lice pour le poste de président de la République. Les résultats du vote sont toujours attendus. Explication avec Alexis Ndédé. Cette journée électorale qui s'achève s'est déroulée dans le calme à Dakar. Chacun des 5 candidats avait appelé à un vote apaisé. Fidèles à leur tradition, les Sénégalais ont voté dans la tranquillité. En 2017, l'organisation des législatives avec le nouveau fichier électoral et la nouvelle carte électorale avait parfois été chaotique. En Algérie, des milliers de personnes ont défilé à travers le pays pour dire non à un 5e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika. Les manifestations ont été donc tolérées par la police et couvertes par l'organe de presse gouvernemental, de quoi relancer le débat sur un 5e mandat qui divise jusqu'aux décideurs algériens. Les premiers manifestants sont dispersés à l'aide de gaz lacrymogène. À l'appel du collectif citoyen Mouantanin, ils étaient quelques centaines à se réunir place Maurice Audin dans le centre d'Alger. Avec un seul mot d'ordre, non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Très vite, d'autres manifestants se joignent au rassemblement qui s'est étendu aux rues adjacentes. Devant les boutiques fermées, la police tente de contenir le cortège. L'alternative, c'est que le peuple choisit souverainement ses dirigeants. Les Algériens ont le droit, ce n'est pas un sous-peuple, ce n'est pas un peuple de colonisé, c'est un peuple qui doit être libre de ses choix. C'est à lui de choisir ses dirigeants. Pour les manifestants, la 5e candidature du président au pouvoir depuis déjà 20 ans est l'annonce d'une élection jouée d'avance. Victime d'un AVC en 2013 et depuis très affaibli, Abdelaziz Bouteflika n'a fait que de rares apparitions publiques et privilégie les correspondances écrites. Ce dimanche, une lettre a été lue par un de ses ministres lors d'un déplacement. Sans évoquer les manifestations, il lance un appel à la stabilité. Mon message exprime avec force ma volonté pour la continuité. Une continuité qui permet à chaque génération d'ajouter une pierre sur ce qui a été construit avant elle, afin de rattraper les échecs marginaux. Une contestation qui a aussi gagné de nombreux journalistes. Dans une lettre non signée publiée ce dimanche, certains dénoncent la très faible couverture des manifestations par les chaînes publiques,
et appelle au respect de la neutralité. Emmanuel Macron plaide pour la souveraineté alimentaire du continent européen lors du Salon de l'agriculture. Le chef de l'État français a inauguré ce week-end la 56e édition du Salon de l'agriculture à Paris. On l'écoute. Ce lien charnel que les agriculteurs européens ont avec la biodiversité, avec la lutte contre le réchauffement climatique, il est existentiel, il est dans l'ADN de notre agriculture. Et ma conviction profonde, c'est que les agriculteurs, en particulier les jeunes que vous êtes, doivent devenir les premiers militants de la transition écologique. Par exemple, quand je regarde le vignoble français, je pense que nous pouvons en faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. Dans 80% des cas, cette transition va d'ailleurs s'effectuer sous 3 ans. Elle s'effectuera parce qu'il y a des efforts, de l'innovation, de la volonté de se mobiliser. Merci commissaire. Les mots forts du pape François contre la pédophilie à l'issue du sommet de crise réuni au Vatican. Le pape François a condamné fermement les abus sexuels d'enfants au sein de l'Église catholique. Ce dimanche 24 février, il qualifie ces actes pédophiles d'abominables. On écoute un extrait du pape François. Ces personnes consacrées, choisies par Dieu pour guider les âmes vers le salut et qui se laissent dominer par leur fragilité humaine ou leur maladie, sont devenues des outils de Satan. Par cet abus, nous voyons que la main du mal n'épargne pas l'innocence des enfants. Rien ne peut justifier ces abus impliquant des enfants. 8 mois après leur première rencontre à Singapour, Kim Jong-un et Donald Trump se retrouveront à Hanoï les 27 et 28 février prochains pour un deuxième sommet historique. La question de la dénucléarisation de la Corée du Nord sera également évoqué. Le président nord-coréen, quant à lui, a déjà traversé la Chine en train pour rejoindre donc Hanoï, la capitale qui accueillera ce sommet. Sur ce tapis rouge, le dirigeant nord-coréen fait ses derniers pas dans son pays avant de prendre la direction du Vietnam. Kim Jong-un est attendu dans la capitale, Hanoï, les 27 et 28 février pour un deuxième sommet avec le président américain Donald Trump. 조선노동당 위원장이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장이신 우리 당과 국가 군대의 최고領導者 김정은 동지께서 제2차 Son train a quitté la gare de Pyongyang samedi. Il est entré en Chine dans la soirée. Mais le voyage s'annonce particulièrement long, plus de 4000 km. Kim Jong-un n'est pas attendu au Vietnam avant lundi. Une première rencontre a déjà eu lieu avec Donald Trump à Singapour en juin dernier. Cette fois encore, les États-Unis auront pour objectif la dénucléarisation totale de la Corée du Nord. Au Venezuela, l'aide humanitaire provoque de vives tensions aux frontières. Des heurts ont éclaté ce week-end à l'arrivée donc depuis la Colombie d'un convoi d'aide. 2 personnes ont par ailleurs été tuées à la frontière avec le Brésil. El socialismo como su principal enemigo. Siempre traidores nunca, venceremos. Y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio. Ya la tenemos, la estamos ejerciendo, así que caliente. ¿Está viendo la cosa con él? Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó?
Un mot de culture à présent, le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se déroule en ce moment dans la capitale burkinabé. Plusieurs films en compétition sont donc exposés et seront primés cette semaine. 20 longs métrages, 16 pays représentés, tous sont en compétition pour remporter les talons d'or de Yenenga. Parmi les favoris, le western Five Fingers for Marseille du sud-africain Michael Matthäus. L'histoire d'un homme de retour dans son village d'enfance après 20 ans d'exil. L'Afrique du Sud a une très grande expérience dans le domaine du cinéma. Ils ont donc la technique et l'art en même temps. Je crois que c'est ce qui m'attire le plus, la dimension, le cadrage dans ce film, la beauté des images. Il faudra également compter sur le film Barkomo, premier film en langue dogon réalisé par le Malien Obotimbe Boukari. C'est un film très touristique, n'est-ce pas, qui nous fait voir ce qui se passe dans les falaises de Badiangara et tout cela avec des dessous et qui, en filigrane, traite d'une question, n'est-ce pas, de l'immigration sans toutefois montrer du doigt ce que l'on voit déjà. Il y a une certaine finesse qui se dégage de ce film-là. Town from the big Lagos. Le Nigeria et sa grande industrie de films Nollywood est aussi représenté. Ce long métrage, Akoundé, raconte l'histoire d'un jeune diplômé à la recherche d'un premier emploi dans la ville de Lagos. Qui succédera au Sénégalais Alain Gomis, lauréat en 2017 pour son film Félicité? Réponse le 2 mars prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais pour rappel, la principale information, ce sont les élections au Nigeria et au Sénégal. Les résultats donc des votes sont toujours attendus cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information dans 1 heure de temps.